Non, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Merci aussi à Luc de l'invitation, hein. C'est un honneur, Luc. Puis pour moi, Luc, c'est la cohérence, hein. Luc, il a fait de sa carrière le combat, tu sais, un combat pour défendre les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis, installer le micro, c'est pas très confortable. Bon, c'est pas pire. Donc, Luc, c'est ça. Luc a fait c'est son combat, la défense des droits des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis aussi leur droit à la pleine citoyenneté, hein. Puis la citoyenneté, pour tous et chacun, là, l'accomplissement ultime, hein, c'est d'arriver à travailler, d'arriver à fonctionner en communauté. Puis Luc est d'une cohérence dans ses batailles. Puis félicitations, mon vieux, pour ta journée. Luc m'a donné un mandat, puis moi, je me suis rajouté un objectif. En fait, le mandat de Luc qui m'avait demandé de vous parler, c'est du rétablissement. Donc, de vous expliquer c'est quoi le rétablissement. Hein. C'est pas juste un terme médical, il y a toute une vision de la santé mentale, il y a toute une philosophie derrière ça, un changement, je dirais, de culture et de paradigme. Puis c'est un peu mon objectif de vous en parler ce matin. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, avec plus autour que moi, je peux comprendre qu'elle a pogné les nerfs, hein. Bon. Il y a trop de cheveux, c'est ça, c'est mon bras. On va voir ça après-midi, si tu vas, à la fin de l'avant-midi, si tu vas faire mieux, Marc. Donc, et moi, je me suis rajouté un objectif, donc si on revient un peu plus sérieusement, donc qui est de vous parler de la plus-value, de qu'est-ce que ça peut apporter à une équipe de travail d'avoir quelqu'un qui a un problème de santé mentale. Et pas juste en discuter, je vais témoigner au sens où dans mon équipe de travail à l'Institut, j'ai quelqu'un qui est ouvertement affiché avec un problème de santé mentale et ça change la dynamique de l'équipe de façon positive. Avant de vous parler du rétablissement, je vais vous parler de où on part. Hein? La santé mentale, bon, la psychiatrie c'est une spécialité médicale. C'est le pavillon Vendry pour ceux qui le reconnaissent. On est formé comme médecin à une approche médicale, c'est-à-dire très pragmatique. C'est-à-dire, bon, la personne vient nous voir. On a-tu un micro? Ah, non, c'est compliqué. Hein? Je peux le prendre dans ma main. C'est ça. Merveilleux. Donc c'est beau, j'en me débrouille. Donc c'est ça. Donc on est formé comme médecin à une approche très médicale. C'est-à-dire, vous venez me voir, vous avez des symptômes, je vous questionne, je recherche les signes, je porte un diagnostic égale pilule. Donc, je me concentre beaucoup sur la maladie en tant que telle, souvent pas assez sur la personne, puis encore moins sur le système dans lequel cette personne-là évolue. Hein. Et quand on parle de rétablissement, il faut vraiment, vous allez le voir, il faut sortir de cette vision un peu traditionnelle de la médecine. Le rétablissement, c'est le recovery. Je l'ai mis volontairement en anglais parce que ça vient beaucoup de nos cousins américains. Hein. Ça vient de deux choses, le rétablissement ou la philosophie du rétablissement. Une petite proportion qui appartient, je dirais, à l'amélioration des traitements. Hein. On est de plus en plus capable de soigner les gens, puis de plus en plus capable aussi de traiter certains symptômes qu'on n'arrivait pas à traiter antérieurement. Puis des traitements aussi qui sont plus tolérables, avec des profils d'effets secondaires qui sont plus intéressants. Mais ça vient surtout d'un courant, je vous dirais, de défense des droits des usagers. Hein, la psychiatrie n'a pas une historique toute glorieuse et les gens, c'est ça, se sont organisés, hein, pour défendre leurs droits. C'était au départ, je vous dirais, une confrontation entre les mouvements de défense des usagers et la psychiatrie traditionnelle. Maintenant, on travaille beaucoup plus ensemble. Et de là est issu le mouvement du rétablissement. Des définitions, vous allez en trouver plusieurs. J'ai pensé vous présenter, disons, la plus connue, celle de William Anthony, qui est un docteur à Boston University qui a consacré sa vie au rétablissement. Et qu'est-ce qu'il dit, Anthony? C'est que le rétablissement, c'est une démarche personnelle et unique qui vise à changer l'attitude, les valeurs, les sentiments, les objectifs, les capacités et ou les rôles de chacun. C'est la façon de vivre une vie satisfaisante et utile où l'espoir a sa place malgré les limites imposées par la maladie. Pour guérir, le malade doit donner un nouveau sens à sa vie et passer outre aux effets catastrophiques de la maladie. Donc, ce qu'il dit Anthony, c'est que ce n'est pas un déni de la maladie de parler de rétablissement, mais de dire, OK, j'ai un problème de santé, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Hein? Comment je vais m'adapter? Comment je vais moduler mes projets? Hein? Puis comment je vais arriver à avoir une vie satisfaisante malgré ça? Et je vous ai mis en bas Mirapiat qui est au Douglas, qui est une travailleuse sociale, chercheur sur le rétablissement. Puis qu'est-ce qu'elle disait? Elle distingue bien, puis je pense que c'est important de faire la distinction, hein, parce que dans la population générale, quand on parle de rétablissement, on parle de guérison. Hein, on parle de j'ai un problème, je vais chez le médecin, il me donne des pilules, puis je guéris, je suis rétabli, mais c'est pas ça.
dans bien des problèmes, pas juste en psychiatrie, de façon générale en médecine, il y a bien des maladies pour lesquelles on reste avec des symptômes résiduels, on reste avec une certaine vulnérabilité, il y a des maladies qui vont avoir une évolution plus sur le long cours. Donc, le rétablissement, il faut le voir plus dans l'optique du bien-être, hein, donc c'est-à-dire de se prendre en main, c'est un processus, pas une finalité, le rétablissement, et le but, c'est d'arriver vers un nouveau moi. L'Organisation mondiale de la santé aussi a fait un shift. On ne parle plus de maladie mentale, on parle beaucoup de santé mentale. Je la trouve belle, cette phrase-là. On dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux, puis contribuer à la vie de sa communauté. Ça veut tout dire. Donc, la façon dont je veux vous parler du rétablissement, c'est de vous parler des ingrédients. Hein. Ça prend des ingrédients pour essayer de se rétablir, puis ça prend aussi une réceptivité. Ces ingrédients-là, il faut les partager avec la personne pour être capable de l'aider dans son propre rétablissement. La première, c'est l'orientation vers la personne. Tantôt, je vous disais qu'en médecine, on est beaucoup centré sur les symptômes. Bien, quand on fait du rétablissement, il faut se centrer sur la personne. Hein. C'est une discussion entre deux humains. La personne, elle vient me voir parce que j'ai une certaine expertise par rapport aux pilules, un autre va avoir une expertise par rapport au service social, peu importe. Mais la personne devant moi, elle a son expertise expérientielle, donc c'est sa vie, c'est ses symptômes. Il y a des choses qui l'emmerdent, des choses qu'elle est capable de tolérer, des effets secondaires qu'elle est capable de tolérer, d'autres qu'elle ne veut pas avoir. Donc ça prend un partage et ça prend une discussion. Et ça, c'est en partant un changement quand on est dans des structures de soins pour aider des gens qui ont des problèmes de santé. L'autre ingrédient, c'est de s'axer sur le fonctionnement. Un diagnostic, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qui est important, c'est plus qu'est-ce qui fait du sens pour la personne, puis dans quoi elle veut s'investir, puis comment elle réussit à aller dans ses projets, puis on met l'accent vraiment sur le fonctionnement, et on va axer sur les forces. Hein. Au lieu de partir en médecine, on est bon là-dessus, on cherche le bobo, on cherche ce qui ne va pas, mais quand on fait du rétablissement, on travaille plus avec les forces de la personne pour bâtir, puis l'aider dans ses projets. Un autre ingrédient, c'est le soutien. Hein. Peu importe qui on est, hein, vous comme moi, quand on a un projet dans la vie, on aime bien ça être appuyé. On aime ça être supporté par les gens autour de nous. Hein. Mais c'est variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui veulent plus de présence, d'autres moins. Hein. Donc, il n'y a pas de one size fits all. Hein. Le soutien, c'est très personnel. La durée du soutien aussi est très personnelle. Il y a des gens que ça va leur prendre du soutien plus longtemps. Ce qui est important dans le soutien, c'est qu'il faut faire attention de ne pas devenir des gérants d'estrade, de ne pas de faire d'ingérence non plus dans la vie de l'individu. Hein. C'est un soutien par rapport à ce que la personne a veut. Ce n'est pas à nous d'amener les solutions à la personne. C'est à la personne de nous présenter ses projets, puis nous de la supporter là-dedans. Et ça, c'est vrai qu'on soit un intervenant en santé mentale ou qu'on soit un collègue de travail ou un ami. Hein, c'est souvent la meilleure façon d'aider ceux qu'on veut aider. L'autre ingrédient du rétablissement, c'est ce qu'on appelle la spécificité environnementale. Donc, on travaille dans l'environnement que la personne a choisi puis qu'elle aime. Hein? L'environnement qu'elle veut pour s'épanouir, l'environnement qu'elle veut pour se réaliser, pour avoir des relations, pour travailler, pour étudier. Donc, ce n'est pas dans n'importe quel environnement qu'on travaille, mais on essaie d'aider la personne directement dans l'environnement de son choix. L'autre ingrédient qui concerne peut-être plus en tout cas qui nous interpelle plus les soignants, disons, c'est l'implication. Hein? C'est étonnant de voir comment il se passe des affaires dans le dossier d'un patient, par exemple, dans un hôpital, sans que la personne soit là. Hein? Des réunions d'équipe, la personne n'est pas là. Donc, alors que dans une philosophie du rétablissement, la personne qui est concernée, elle est tout le temps là, tout le temps présente. Évidemment, c'est elle qui dirige la barque. Hein? Et il y a un courant quand même. Je ne veux pas dépeindre le milieu hospitalier, mais il y a un courant, par exemple, toute la philosophie de ce qu'on appelle la décision partagée. Donc maintenant, on s'intéresse, par exemple, si vous venez me voir, faites une dépression, bien, ma job, c'est de vous présenter les alternatives thérapeutiques. Il y a rarement juste une pilule pour un problème, hein, il y a plusieurs choix. Puis ensemble, on jase. Voici ce qui est possible de prendre pour soigner le genre de problème que vous avez. Puis ensemble, on prend une décision, puis je vous aide dans votre décision, puis je vous aide à prendre votre choix. Donc, il y a ce courant-là qui est en train de s'implanter de plus en plus dans les instituts psychiatriques, et tant mieux. Alors, Marc-André, c'est pour toi, ça? Hein? Oui, hein? Le choix. Donc, on parle de l'autodétermination. Hein? Pour ceux qui suivent l'actualité, on en entend beaucoup parler de l'autodétermination des peuples avec ce qui se passe en Espagne. Oui, c'est ça.
Ah, t'es allumé le matin. Ce que ça veut dire, par contre, j'étais à Barcelone quelques jours avant le référendum, et ce qui est étonnant, là, c'est quand on parle d'autodétermination, c'est que dans les sondages, il y avait à peu près 41 des Catalans qui étaient pour l'indépendance, mais 70 des Catalans souhaitaient faire le référendum. Donc, ce qu'ils souhaitaient, eux autres, c'est d'arriver à s'exprimer, hein, de dire c'est quoi leur choix, même si la majorité d'entre eux étaient plutôt fédéralistes par rapport à l'Espagne. Ça a peut-être changé avec ce qui s'est passé dans l'actualité. Mais dans le rétablissement, c'est une valeur primordiale. Hein, c'est le choix de la personne. Luc, on a parlé tantôt, c'est l'empowerment, donc l'autodétermination. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et ça, c'est, à mon avis, la valeur la plus primordiale de ça. L'autre chose, c'est l'orientation vers les résultats. Donc, quand on fait du rétablissement, ce qui nous importe, c'est le succès. Hein, quand la maladie vous a passé sur le corps, vous emmenez à développer du doute par rapport à vous-même, vous emmenez à développer une espèce de pessimisme par rapport à l'avenir, un sentiment que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre l'accent sur les succès, puis les succès, puis les succès. Puis dans notre travail, c'est d'être ça, c'est des gens qui vont souligner les succès des gens qui sont en rétablissement au lieu de taper tout le temps sur le clou de ce qui ne va pas bien. Donc, d'essayer de changer une espèce de noirceur qui s'est installée chez la personne avec la maladie. Autre chose dans le rétablissement, puis si on n'y pense pas, c'est le potentiel de développement. Hein, vous connaissez tous Chantal Petitclerc. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est la médaillée, la Canadienne la plus médaillée aux Jeux olympiques. Hein, 21 médailles, donc 14 d'or. Chantal Petitclerc, à 13 ans, elle a reçu une porte de garage sur le dos et elle a perdu l'usage de ses jambes. Et elle a rencontré, c'est une fille de Saint-Marc-des-Carrières, elle a rencontré un monsieur qui s'appelait Gaston Jacques, qui est parent avec moi, mais Gaston l'a initié au sport. Hein, au début, il a fait faire de la natation pour travailler son endurance, travailler la persévérance, puis il a cru en elle. Et c'est à l'université, quand elle avait 18 ans, qu'elle a rencontré un autre éducateur qui, lui a fait connaître la course en fauteuil roulant. Sa première course, elle a couru avec un espèce de fauteuil un peu bling-bling, puis elle a perdu, elle a fini dernière, en fait. Mais elle a continué à croire en son potentiel de développement. Et c'est un peu ça, hein, la maladie, c'est que Chantal Petitclerc, à 13 ans, avant son accident, si on avait fait une course avec elle en fauteuil roulant, on l'aurait peut-être battue. Mais, parce qu'elle n'était pas très bonne là-dedans. Mais elle s'est dit finalement, bon, ben là, il y a des choses que je suis moins capable de faire dans la vie, il faut que je revoie mes objectifs. Mais je vais partir de mes forces. Puis, c'est devenu ce que c'est devenu. Et puis quand je parle de ça, je pense aussi à la normalité, hein, parce qu'on parle souvent de la normalité, revenir à un état normal. Est-ce que c'est normal d'être en chaise roulante? Peut-être pas. Mais est-ce que cette femme-là, elle est épanouie? Probablement. Hein, et elle est probablement satisfaite de sa vie. Mon objectif à moi, donc, je voulais vous parler de la plus-value d'un travailleur avec un problème de santé mentale. Je travaille dans une équipe de traitement dans la communauté, donc il y a une dizaine d'intervenants où on travaille ensemble à voir des gens à domicile pour les aider au quotidien. Puis il y a dans mon équipe de travail une dame qui a un problème de santé avoué. Hein. Puis je pense que c'est un élément important de mon équipe. Et je voulais vous en parler aussi pour vous faire savoir, pour vous présenter un peu ça, puis peut-être un peu vous enlever les craintes que vous pourriez avoir à engager des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je ne connais pas tous dans la salle, mais il y a probablement des chefs d'entreprise, en tout cas des gens qui ont des business. Puis, je ne sais pas si je vous l'annonce, là, je ne sais pas si vous saviez, mais vous avez probablement des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans votre organisation. Hein, un quart à un cinquième de la population va avoir un problème de santé mentale dans sa vie. Ce qui est triste, c'est que ces gens-là, souvent, ne se sentent pas à l'aise de vous en parler. Hein. On le voit sur la slide, donc il n'y a même pas un Canadien atteint d'un problème de santé mentale sur 4 qui va se sentir à l'aise d'en parler à son employeur. Ces gens-là craignent plein de choses, hein, craignent d'être stigmatisés, craignent de se tirer dans le pied s'ils visent des promotions. Et ça n'aide pas autant la personne que l'employeur. Hein. Si vous êtes un employeur, probablement que vous aimeriez ça savoir, pour peut-être réajuster les choses, essayer de voir ce que vous pouvez faire autrement, essayer de faire de la prévention, prévenir l'absentéisme, prévenir les arrêts de travail, prévenir à la limite les accidents de travail. Et pour la personne, ben, ça la maintient dans son isolement, donc ça ne sert pas personne. Ces gens-là craignent la discrimination. Encore un autre souvenir de mon voyage, c'est une photo que j'ai prise à Barcelone, et je trouvais ça intéressant. En se promenant, on a vu ça, là, le bureau de la non-discrimination, donc un bureau où les Espagnols essaient de défendre un peu l'idée que tous les gens ont le droit à une vie pleine et entière. Et
j'essaie de vous traduire avec mon catalan. Ma blonde parle espagnol, fait qu'on essaie de... Donc, ce que ça dit, c'est que tous les êtres humains, indépendamment de leur langue et leur origine, ont le droit à la dignité, là, peu importe leur race, la couleur, le sexe, la langue, la religion. Donc, c'est de dire les gens ont le droit à être différents, peu importe qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est ce qu'on souhaiterait dans les organisations. Dans les organisations, vous faites beaucoup, des fois, d'exercices pour un peu sensibiliser les gens à la santé mentale. Et quand on regarde la littérature en marketing ou dans des activités de sensibilisation, c'est le genre de podium que ça donne. C'est-à-dire que c'est intéressant de faire des campagnes de sensibilisation, mais ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche un peu mieux, c'est le témoignage, donc d'avoir quelqu'un qui vient parler à votre organisation qui a un problème de santé. Mais le top de tout, c'est la cohabitation. Donc, c'est de travailler avec quelqu'un qui a ce genre de problème-là. Ça va changer la couleur de votre organisation, puis ça va changer la façon dont les gens voient les choses. La maladie, on parle beaucoup des effets délétères de la maladie, de ce qu'on perd en étant malade, mais la maladie, ça peut être aussi une expérience de vie. On apprend de nos expériences, on apprend des épreuves qu'on vit dans la vie, puis la maladie, ça fait pas abstraction à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Dan Reynolds, c'est le chanteur des Imagine Dragons. Pourquoi je vous ai mis cette photo-là, c'est que j'étais au spectacle il y a 2 semaines au Centre Vidéotron. Puis il m'a un peu touché parce que, il a fait son coming out au sens où il a raconté aux gens qu'il avait un problème de santé mentale, il a fait une dépression, il a un problème d'anxiété, mais il a surtout dit, si je suis le musicien que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma maladie. Donc, dans le sens que lui se considérait, je ne sais pas comment le verbaliser, mais différent, se sentait différent parce qu'il avait un problème de santé mentale. Il voyait ça comme un avantage, en tout cas, une façon d'être qui était plus pareille, puis qui avait modulé ce qu'il est comme musicien. Donc, notre expérience chez nous, elle est particulière parce qu'on traite des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, l'idée du père aidant, à la base, c'était un peu comme les alcooliques qui aident d'autres alcooliques, donc la philosophie du survivor. Je me suis remis de mon problème de santé, puis je vais aider d'autres personnes qui ont un problème de santé. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous entretenir. Je veux vous entretenir de cette personne-là dans mon équipe de soins. Pas par rapport aux gens qu'on aide sur le terrain, mais par rapport aux collègues de travail. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette femme-là, pour nous comme collègues, nous comme collègues des fois qui peuvent être souffrants? Elle inspire l'espoir. Donc, c'est une femme qui est inspirante, qui nous fait voir aussi qu'il est possible de se rétablir, on le sait, on sait qu'elle a eu bien des problèmes d'hospitalisation, tout ça, puis de voir cette fille-là assise au bureau, arriver chaque matin au travail, assidue. Donc, ça donne de l'espoir que malgré un problème de santé mentale, par son exemple, elle va nous inspirer l'espoir. C'est aussi un modèle, c'est un partage d'expertise, parce qu'on voit un peu ce qu'elle fait dans la vie pour se garder équilibré, pour se garder stable. Et ça peut être, si je suis dans des périodes de ma vie où je vis des choses difficiles, il y a de ces expériences à elle qui peuvent m'inspirer puis me servir à moi de façon, en la voyant aller, par osmose, de m'approprier des fois certaines stratégies qui pourraient fonctionner. L'autre chose, c'est qu'elle m'a aidé à combattre l'autostigmatisation aussi. C'est quand souvent, il y a les autres qui nous stigmatisent, mais nous-mêmes, quand on est malade, on a tendance à se culpabiliser, à se taper sur la tête. Et quand on voit des gens aussi qu'on sait qu'ils vivent sensiblement le même genre de choses, on se sent moins seul, puis on a moins tendance à faire ce genre d'autostigmatisation. Finalement, pour l'organisation, qu'est-ce qu'elle apporte? Quand je réfléchissais avec ma chef d'équipe, Céline, sur comment cette fille-là va modifier l'organisation ou l'employeur, ce qu'on se disait, c'est que c'est un employé qui est très assidu puis très loyal. Quand tu as passé par la pauvreté, quand tu as passé par le non-emploi, l'exclusion sociale, puis que tu réussis à te placer dans une organisation puis d'être heureux, tu fais attention. Tu fais attention à ce que tu as, puis tu t'organises pas le perdre. Et donc, ça fait des gens qui sont plus assidus et sensibles à ce qu'ils ont. C'est des gens aussi qui sont sensibles quand tu étais malade, tu as souffert, tu vois la souffrance des autres plus facilement. Une espèce de radar qui est ouvert, une espèce de vigile. Puis c'est souvent elle, dans notre équipe, qui va nous soulever. Elle n'a pas l'air affilée. Elle voit un peu les choses qu'on peut, par moment, ne pas percevoir. Elle a un effet aussi modulateur dans l'équipe.
Si vous avez un homosexuel dans votre équipe, les jokes de gay, ils vont en avoir moins. Hein? Puis si vous avez quelqu'un qui a un problème de santé mentale, aussi, ça va changer notre façon d'être. Hein? Ça amène une espèce de... Les gens vont se moduler, modifier un peu leur façon d'être. Puis dans les équipes de soins, on est un peu comme dans d'autres milieux de travail. Hein? Des fois, le discours peut devenir... disons qu'elle amène une belle, je dirais pas une censure, mais une belle nuance dans notre équipe. Là. Les gens font attention à ce qu'ils disent, et tant mieux par rapport à la clientèle qu'on peut aider. Et finalement, elle amène vraiment un changement de dynamique parce que je trouve qu'elle nous a insufflé un peu ça, cette sensibilité-là. Puis dans mon équipe, je ne sais pas si c'est ailleurs comme ça, mais dans mon équipe, les gens sont soucieux l'un envers l'autre. Hein. Il y a de l'air, je vais te prendre cette visite-là, ou je vais t'aider par rapport à ta fin de journée qui a de l'air un peu trop surchargé. Donc, elle a réussi à transcender, disons, juste son rôle à elle. Et voilà. Merci.